Et si il vous suffisait de penser pour que vos objets vous obéissent? Contrôle, télécommander des objets rien que par le pouvoir et la pensée, c'est désormais, figurez-vous, possible. C'est le pari réussi pour cette chercheuse ukrainienne qui a révolutionné le domaine de la neurotechnologie en France, une prouesse scientifique qui va faire saliver les amateurs de science-fiction. Un sujet signé Julie Beau. On regarde. Diriger un fauteuil roulant électrique ou un drone, sans interrupteur ni télécommande, rien qu'avec la pensée. Cette idée digne de science-fiction rejoint désormais la réalité. Grâce à ses travaux, la chercheuse ukrainienne en neurosciences et nouvelles technologies Natalia Kosmina vient bousculer le contrôle des appareils électroniques dans notre environnement. Cette spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'interaction cerveau-ordinateur a montré comment, avec un casque muni d'électrodes, on pouvait piloter un drone par la pensée grâce aux signaux électriques émis par le cerveau. On peut vraiment récupérer justement l'activité électrique du cerveau d'une personne et après on peut analyser, l'utiliser pour notamment contrôler des objets par la pensée, mais pas que ça. On peut vraiment découvrir aussi des phénomènes très différents, divers et variés qui proviennent du cerveau. La scientifique mène de nombreux projets en parallèle et c'est dans un appartement témoin rempli d'objets connectés qu'elle compte travailler à l'avenir sur l'amélioration de l'autonomie des personnes handicapées. Comme elle l'a fait pour le drone, une personne handicapée peut piloter son fauteuil roulant électrique avec un casque, grâce à ses ondes cérébrales. Par exemple, certains de mes projets comme un contrôle du drone, on va dire, c'est une application qui est très ludique et qui peut-être vous n'allez pas utiliser vous à la maison parce que vous avez vos tablettes, vos ordinateurs pour contrôler ce genre d'objets, mais imaginez que lieu du drone, vous allez contrôler votre fauteuil roulant, vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez en fait. Les objets du domotique, par exemple, pour des personnes à la mobilité réduite, c'est-à-dire n'importe quel système qui est informatisé, vous pouvez imaginer ça à la place du drone. Un confort pour certaines personnes, un changement de vie pour d'autres, le contrôle des objets par la pensée pourrait avoir des débouchés incroyables qui risquent bien dans les décennies à venir de s'immiscer dans nos vies quotidiennes. Et en attendant de pouvoir contrôler vos objets par la pensée, vous pourrez le faire à haute voix. Google a lancé lors de sa conférence annuelle en Californie son nouvel assistant à intelligence artificielle. Ça s'appelle Google Home. Cette invention peut servir à contrôler tous les objets électriques de votre maison et bien plus. Vous allez le voir avec vous, Andrea Benisti. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce Google Home? Google Home, c'est un petit gadget. Il est petit, donc est discret et pourtant, ça va servir de véritable centre de contrôle de votre maison pour tout ce qui est appareil technologique. Alors, comment ça marche? L'appareil est posé sur une table basse ou un meuble de votre maison et attend les ordres. Pour l'activer, il vous suffit de dire « OK Google » ou « Hey Google » et Google Home se met en marche. Vous pouvez lui demander, Valérie, par exemple, d'allumer la musique ou de baisser la lumière ou, par exemple, de vérifier un itinéraire. Cet appareil est doté d'une intelligence artificielle qui lui permet de répondre aux questions. Et encore plus intéressant, l'appareil apprend tout seul au fur et à mesure qu'on l'utilise. Selon Michael Feismir, analyste technologique, avec ce nouvel assistant intelligent, Google veut pousser plus loin le développement de la vie digitale. On l'écoute. Il y a eu beaucoup d'annonces de Google ce matin qui leur permettent de rattraper d'autres technologies existantes. Par exemple, Google a annoncé son système Home, qui rappelle beaucoup la technologie Echo d'Amazon. C'est très similaire. Cela permet d'intégrer de nombreux objets de la maison dans votre vie digitale, les relier à ce que vous faites avec votre téléphone et votre tablette. Tout cela dans l'écosystème Google. Un rêve, Andrea, j'imagine rester dans mon lit et commander d'éteindre la télévision, d'éteindre l'électricité. En tout cas, la compagnie Amazon avait déjà un assistant intelligent. Pourquoi Google est-il rentré dans la bataille? Bien, premièrement parce que l'intelligence artificielle, c'est un marché attractif à la portée de Google. Et en plus de ça, la firme mise sur un atout de taille qui fait défaut à Amazon. C'est son moteur de recherche. Regardez. Encore une fois, si Google essaye de rattraper son retard sur des technologies de base, leur atout, c'est vraiment leur moteur de recherche. Partout, ils peuvent apporter cette masse d'informations qu'ils ont sur les utilisateurs qui leur permettent de rendre ces produits bien meilleurs, bien plus rapidement. Alors Google Home a un accès illimité à toutes les informations présentes sur Google. Vous pouvez lui demander par exemple d'annuler un dîner ou lui demander qui est Donald Trump. Il vous répond en temps réel et ce système peut être intégré à d'autres inventions Google comme par exemple le robot humanoïde ou caméraman ou par exemple la voiture
autonome Google. Alors au niveau du point de vue technologique, c'est super intéressant, mais est-ce qu'on peut imaginer, Andrea, des retombées négatives? Alors oui, les opinions convergent sur le point des emplois qui se perdent. Selon une étude du MIT, 70% des professionnels des ressources humaines qui connaissent donc le marché du travail sur le bout des doigts estiment que la robotique et l'intelligence artificielle auraient raison de plusieurs emplois d'ici déjà 5 ans et certains autres postes seraient redéfinis en fonction des changements apportés par cette technologie. Ça reste une estimation potentielle évidemment. En France, l'investissement dans ce secteur est à la traîne. Près de 200 startups sont spécialisées dans ce domaine. C'est peu, d'autant plus qu'une partie des ingénieurs français, je vais y arriver, spécialisés dans l'intelligence artificielle sont débauchés par des grands groupes étrangers. Et oui, et Google, qui, on le rappelle, veut également se positionner dans la course à la voiture sans chauffeur, la firme qui compte s'imposer face à Tesla, Uber et Nutonomy, mais un autre véhicule les a pris de vitesse, un camion autonome qui a été construit par la start-up Otto à San Francisco, une invention américaine qui pourrait bien supplanter le travail d'1,7 million de chauffeurs aux États-Unis. Regardez. 200 km sur les routes du Colorado, sans personne au volant. Ce camion autonome a roulé pendant 2 heures sans aucune intervention humaine. À l'origine de cette petite prouesse technologique, la start-up Otto. Dans son atelier de San Francisco, une petite centaine d'ingénieurs et de techniciens transforment des poids lourds en camions autonomes. On a des antennes pour le GPS, 2 caméras pour détecter les voitures et les voies, et ici un capteur et un radar. À l'intérieur, une cabine classique, avec un bouton qui permet d'enclencher le pilote automatique et un autre de reprendre le contrôle du véhicule en cas de problème. Au total, l'équipement d'un poids lourd coûte environ 30 000 $. Pour ces pionniers du camion autonome, l'industrie du transport routier a beaucoup à gagner. Le volume des biens transportés chaque jour par camion est absolument énorme. Mais cette industrie est vieille, assez inefficace et dépassée par les nouvelles technologies. Pour l'instant, le chauffeur gère encore les manœuvres et l'entrée sur l'autoroute. Mais à terme, le trajet entier pourrait se faire sans présence humaine à l'intérieur du camion. Dans son semi-remorque, Jess préfère ne pas y penser. Les robots, c'est bien, mais pour conduire un camion, non, je n'y crois pas. C'est mon gagne-pain. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Avec des camions sans conducteur, l'industrie du transport routier pourrait économiser 168 milliards de $ chaque année. Nous en sommes encore loin, surtout pour des questions sociales et de législation. Mais en pratique, la technologie sera bientôt totalement fiable et beaucoup plus sûre que ne peuvent l'être les humains sur la route. C'est évident qu'il faut le faire le plus tôt possible. Et les 1,7 million de chauffeurs routiers aux États-Unis pourraient de fait se retrouver au chômage. Et après 3 années de développement et 1 année de test, un nouveau logiciel fait son apparition et vient révolutionner la sécurité du tunnel du Mont Blanc. Sarah Jamy, dites-nous-en davantage. Il faut dire, Valérie, qu'entre les 11,6 km de tunnels qui séparent la France et de l'Italie, il peut s'en passer des choses. On se souvient du tragique incendie qui avait coûté la vie en mars 99 à 39 personnes et entraîné la fermeture du site pendant 3 ans. Depuis, la sécurité et l'obsession des 2 sociétés gestionnaires du tunnel du Mont Blanc, 4 millions d'euros ont été investis dans ce logiciel pour la conception et le développement et le test de Logos. Logos, c'est donc le nom de ce logiciel, c'est l'acronyme de localiser, organiser et gérer des opérations de sécurité. On écoute Gilles Rakowski, directeur du groupement européen d'intérêt économique du tunnel du Mont Blanc, nous expliquer l'intérêt d'un tel dispositif. Alors Logos, c'est un peu l'intelligence artificielle du tunnel du Mont Blanc. C'est un système d'exploitation qui permet de gérer en temps réel l'ensemble des équipements du tunnel du Mont Blanc. On a une plus grande efficacité du système. On a une meilleure ergonomie pour nos opérateurs. Et surtout, un des sujets qui est capital pour nous, c'est la capacité d'enregistrer de manière dans le détail tous les événements et de pouvoir les revivre, les rejouer quelques jours ou quelques semaines après.
Ça rentre dans le système de retour d'expérience qu'on a mis en place depuis plus de 15 ans. Et à travers ces retours d'expérience, ça nous permet de progresser dans la sécurité. Bon, Sarah, concrètement, comment ça marche ? En pratique, ce logiciel est opérationnel 24 heures sur 24. Il analyse en permanence les 36 000 données qui remontent des 157 caméras, des 4 000 capteurs qui sont dans le tunnel. On l'a dit tout à l'heure, il a fallu 3 ans de recherche pour aboutir à un tel résultat. Ça représente 12 millions de tests. 12 millions de tests réalisés lors de 25 nuits d'ouverture du site, de fermeture du site. Donc maintenant qu'il est en place, il permet, ce logiciel, un gain de temps pour intervenir, quel que soit l'incident qu'il peut se passer dans le tunnel. Si par exemple un véhicule s'arrête en plein milieu du tunnel, le système de sécurité humain, cette fois-ci, est prévenu par le logiciel et peut donc s'activer à appeler des secours ou à mettre en place un système d'aération en cas d'incendie, par exemple. Il y a d'autres tunnels qui sont équipés avec ce système-là ? Alors non, parce que justement, Logos est tout récent. Ça fait uniquement quelques semaines qu'il est mis en place au sein du tunnel du Mont Blanc. Et il a fait ses preuves. Donc on imagine que dans le futur, assez proche, d'autres zones à risque, d'autres lieux à risque pourraient être intéressés pour faire appel à Logos. Merci Sarah, merci Andrea. Alors on a parlé des camions qui se conduisent seuls, on a parlé de la maison magique. On va maintenant partir avec vous au Pakistan. On va parler de robots aux compétences particulières. Ils savent jouer au football et ils participent déjà à la RoboCup, une coupe du monde de football pour robots. C'est un sujet que vous nous proposez, Andrea Benisti. Il y a une coupe à la fin ou pas ? Je vous laisse le deviner. Allez, on regarde. Presque insolent, ce robot pakistanais met au défi son adversaire gardien de but. Ces petites machines ont une mission, disputer le ballon rond à des joueurs de football d'ici 2050. Un pari fou qui passe par une victoire à la RoboCup, la Coupe du monde de football pour robots. Des humanoïdes mis au point par une équipe de programmateurs de la prestigieuse Université nationale des sciences et technologies. C'est la première fois qu'une équipe d'ingénieurs venus du Pakistan se qualifie pour la grande compétition technologique qui oppose 32 facultés. Chaque équipe doit avoir les mêmes robots de taille standard et travailler sur la partie intelligence artificielle afin d'avoir une compétition équitable entre les universités. Sinon, les universités japonaises ou américaines, par exemple, auraient des robots plus perfectionnés, une capacité électronique plus développée. Chaque robot mesure 58 cm et possède une tête à 2 caméras. Les images recueillies sont envoyées à un ordinateur qui les aide à se mouvoir. Pas besoin d'une intervention humaine, la machine fonctionne à distance automatiquement. Leur performance dépend uniquement du degré de précision de leur programmation. Je m'occupe du système de vision, de ce que le robot voit et comment il perçoit l'environnement. Et je travaille aussi sur l'enjeu du milieu extérieur et des complexités qui en découlent. Armée de ces 6 robots pakistanais, c'est la 3e année que l'équipe universitaire est qualifiée pour cette compétition qui regroupe 3500 participants et 17 disciplines. Auparavant limitée financièrement, l'équipe perfectionne encore ses robots. Prochaine étape, détrôner l'équipe universitaire des Pays-Bas, grand gagnant de cette 19e édition.